Qui n'a jamais rêvé de voler comme un oiseau? S'affranchir des obstacles, des contraintes et du temps. Incroyable. Pour découvrir des paysages à couper le souffle. Changer de point de vue. S'offrir le luxe d'une rencontre, de coups de cœur. Une balade sur le littoral, faite de petites incursions vers des trésors cachés. Plus de 4000 km de côtes françaises à découvrir, le rêve d'Icare, sans se brûler les ailes. Embarquement immédiat pour un décollage en douceur au-dessus de la Bretagne, qui se décline en une dizaine de tronçons, parmi lesquels la côte de Granit Rose, la côte des Légendes ou la côte de Cornouailles. Le premier trait de littoral que nous survolons démarre de la baie du Mont-Saint-Michel, puis cap à l'ouest, sur la côte d'Émeraude. C'est du Mont-Saint-Michel que nous entamons notre pèlerinage aérien. L'édifice religieux fait la fierté de la région, mais déclenche aussi les passions. En cause, la situation géographique ambiguë de l'abbaye, que Normands et Bretons se disputent. À court d'arguments, certains préfèrent rejeter la faute sur le cours d'eau qui a creusé la baie et qui prouverait que le Couesnon, en sa folie, a mis le mont en Normandie. Eh bien alors, quittons la Normandie et rentrons en Bretagne, histoire de mettre à notre tour un peu d'huile sur le feu. La plage de Miinic nous mène droit vers Saint-Malo, ville majeure de Bretagne, pour en avoir été la capitale à l'époque où la région était un duché indépendant. L'origine de sa situation isolée du monde ne trouve d'autre fondement qu'une simple légende. Certains historiens, cependant, défendent aujourd'hui la thèse selon laquelle la ville serait devenue une presqu'île à l'issue d'un gigantesque raz-de-marée survenu en 709. L'ancien duché de Bretagne, connu pour sa ville close, se taille une réputation avec la découverte du Nouveau Monde. Un tournant dans l'histoire, car Saint-Malo devient alors le repère de nos prestigieux marins, tels Jacques Cartier, qui découvre le Québec, ou le corsaire Robert-Charles Surcouf, qui montait à l'abordage des marines ennemies. Ces Anglais en particulier, qui, coquins de sort se rebiffaient à l'occasion, piégeaient dans leurs filets nos plus jolis vaisseaux. L'Étoile du Roi, c'est devenu la star parce que c'est le plus grand, c'est le plus majestueux avec ses 47 mètres et ses 3 mâts carrés. Bon, c'est la réplique d'une frégate corsaire que nos amis anglais nous ont capturée en 1746, dont ils se sont inspirés pour faire une lignée de frégates corsaires. Et nous, on est allé la reconquérir l'année dernière en Angleterre. Malheureusement, pas à coup de sabre et de mitraille, avec un petit chèque de la banque. Mais voilà, tout ça, ce sont des jolis, jolis bateaux. Et je pense qu'en plus, derrière, avec les remparts de Saint-Malo en arrière-plan, c'est un beau spectacle. La cité corsaire est située sur la rive droite de l'estuaire de la Rance, petit fleuve côtier qui file se jeter dans la Manche. À la jonction avec l'océan, il forme un estuaire qui s'enfonce sur une vingtaine de kilomètres. Il se situe dans une région où l'amplitude des marées est parmi les plus fortes au monde. Un phénomène exploité dès le XIIe siècle quand jaillirent les gerbes des premiers moulins à eau. Il y en a 14, répartis sur chaque rive du fleuve. Certains tournent encore contre vents et marées. D'autres ont disparu sous la vase. Celui-ci ne fonctionne plus, mais son propriétaire, qui l'a entièrement restauré, y était trop attaché pour le voir dépérir. J'étais en train de regarder ce qui reste des engrenages là. Et à chaque marée, ça s'envase. Et j'ai plus le courage d'aller. J'ai plus le courage d'aller dévaser, quoi. Alors explique-moi un peu le fonctionnement des moulins à marée. Ça consiste en quoi? La mer rentre dans cet étang, qu'on appelle l'étang de retenue.
Et quand la mer va être donc haute, à marée descendante, qu'est-ce qui va se passer? La porte, avec le courant, va se fermer automatiquement. L'eau est prisonnière. On a capté cette fameuse 14 mètres de différence. Il faut attendre que la mer baisse complètement. Quand il n'y aura plus d'eau côté mer, à ce moment-là, on aura créé cette fameuse chute. Ici, dans les temps, il y a de l'eau. Il n'y a plus d'eau en mer. On va pouvoir ouvrir et faire tourner la roue. Voilà. Et cette roue, donc, ne marchait que 2 heures après la basse mer ou avant la basse mer. Mais ça ne tournait pas 24 heures sur 24. En fait, c'était quoi? C'était les ancêtres de l'usine marémotrice. La voici, tournant à gros bouillon. L'usine marémotrice sur la Rance est celle qui produit la plus grande quantité d'électricité au monde. Ce que consomment en moyenne 180 000 habitants, 3 fois la population de Saint-Malo. L'énergie marémotrice est inséparable de la Rance, comme les Malouinières le sont de Saint-Malo. Ces résidences servaient de pied-à-terre aux armateurs, où ils jouissaient des richesses rapportées des Amériques ou des Indes. Il y en a plus d'une centaine dans la région, c'est dire la convoitise que suscitaient les lointains Eldorado. La majorité de ces demeures est tombée en décrépitude, à l'exception de quelques-unes, comme la Malouinière du Puy Sauvage. Un héritage lourd à porter avant que ces jardins ne deviennent une œuvre collective. Ouais, alors ici, c'est vraiment un lieu spécifique. On est à Saint-Malo, donc c'est des gens qui voyageaient énormément et des gens passionnés qui ramenaient des collections qui datent du milieu du 19e siècle. Vous avez une collection rare ici de plantes grasses, je pense unique en Bretagne en tout cas. En même temps, cette passion, elle a permis de sauver la maison parce que dans les années 50, la maison était hypothéquée, mes parents n'avaient plus un sou. Et mon père qui a dit on va les vendre, et puis au bout de 4-5 ans, la maison était sauvée. Elle est restée dans la famille. Ils sont bien les piquets de Philippe. Hein. Ils sont super, hein? Mais ils sont un peu gros. On voit que ça. Depuis 2 ans, on a créé une association de jardins partagés, c'est-à-dire que chacun vient cultiver ses légumes au Puy Sauvage et en même temps me donne un coup de main dans l'entretien du jardin, tout simplement. Et puis là, je me rends compte que les gens viennent spontanément vers 5-6 heures du soir après le boulot pour discuter avec d'autres, quoi. En fait, on vient là comme on viendrait dans un café pour voir des gens. Sur l'autre rive de la Rance, la Côte d'Émeraude exhibe ses pierres. Dinard, aux 407 villas classées, construites par des Anglais en mal de mer à la fin du 19e siècle. À la même époque, Saint-Lunaire devient une station balnéaire grâce à un richissime Haïtien tombé du ciel qui y avait investi toute sa fortune. À quelques kilomètres de là, un curieux manège attire notre attention. Nous sommes sur la plage de Lancieux, où l'on semble vouloir profiter de la marée descendante pour aménager la plage. Ganivelles et piquets fleurissent de toutes parts. Des tracteurs circulent au milieu des baigneurs. Aucun doute, quelque chose se prépare. Mais quoi? Allez, allez-y, parce que là, on est à la bourre, les gars. Oh, dégage la piste, là, maintenant. Oh, dégage. Donc là, on va pas tarder à prendre le départ. 1 minute là. Il existe en France
4 hippodromes marins. Tous ont bien failli disparaître pour des raisons de sécurité principalement. Mais la popularité des courses qui s'y déroulent est telle que certaines municipalités les maintiennent vaille que vaille. À Lancieux, au début du mois de juillet, 1500 personnes s'arrachent les billets pour assister au Challenge hippique. C'est dire son succès. Et puis, il faut admettre qu'il est bien joli, cet hippodrome sur mer. Aujourd'hui, les sourires sont sur toutes les lèvres. La bonne humeur est au rendez-vous. Toutes et tous s'apprêtent à passer un bon moment. Le plein air comme ça. Ça s'appelle la galette saucisse. Tous, sauf un. Je suis tendu parce que j'ai dit ça fait 2 ou 3 courses que ça merde. Ça dure une demi-heure. Une demi-heure, autrement dit une éternité pour le malheureux organisateur qui doit composer avec la marée. La mer monte vite, très vite. Alors René n'en peut plus. Il faut accélérer le rythme des courses. Il faut faire courir. Hein. Il faut faire courir, hein, terminer. Hein. On est assez attendu. Hein. Ouais, mais moi la mer m'énerve moi un peu là. Alors vous allez voir. Oui, mais Vous allez voir. Et le reste aussi. La dernière course est sur le point de prendre le départ. Mais le retard accumulé n'a pas été rattrapé. Elle est donc lancée plus tard que prévu. Merde. voilà, mesdames et messieurs, c'est dommage, nous n'avons pas pu acheter dans les conditions normales. Je suis vachement déçu si tu veux. Hein, on pouvait pas faire autrement. René a fait courir 6 des 7 courses annoncées. C'est la première fois qu'il n'arrive pas à assurer l'intégralité du programme. Quelques instants après l'arrêt de la dernière épreuve, les piquets sont retirés les uns après les autres. La mer efface sur le sable les traces des cavalcades. Si bien que 2 heures plus tard, personne ne pourrait se douter de ce qu'il s'est passé sur la plage de Lancieux cet après-midi-là. Tel Pégase, nous reprenons la voie des cieux sur la côte de Goëlo, direction Saint-Quay-Portrieux. Mais avant, la côte d'Émeraude s'achève en beauté avec un autre joyau classé monument historique. Après nos chevaliers des plages, voilà que surgit un château fort. Perché sur sa falaise, comme arraché de la côte, voici le fort Lalatte, construit au XIVe siècle. Il occupait autrefois une position stratégique sur la Manche, colportant sa réputation de citadelle invincible. Mais après la Révolution française, jugé inapte, il tombe en désuétude. Bien plus tard, un passionné de pierres séculaires lui offre une seconde chance et entreprend sa restauration qui s'achève en 1950. La même année, juste en face, est inauguré le phare du Cap Fréhel. Le bâtiment se dresse à côté de la première tour éclairante érigée par Vauban. Par temps clair, le feu de sa lanterne est visible à 100 km à la ronde, sécurisant ainsi le passage entre la rade de Saint-Malo et la baie de Saint-Brieuc. Une traversée périlleuse à cause des vents violents qui s'abattent dans cette zone. Nous voici à présent sur la plage d'Erquy, petite station balnéaire qui aurait servi de décor aux aventures du célèbre personnage de bande dessinée, Astérix le Gaulois. Rien n'est sûr. On sait seulement que c'est à Erquy que le dessinateur Albert Uderzo, créateur du héros, avait l'habitude de partir en balade.
Pour remonter les rives du Trieux, mieux vaut prendre le train. Cette traction et ces wagons datent du début du siècle. Ils ont repris du service il n'y a pas si longtemps, pour le plaisir des visiteurs de la région. Et comme un train peut en cacher un autre, jadis, sur le littoral, circulaient les convois de la Compagnie des Côtes du Nord. Ils empruntaient plusieurs dizaines de viaducs monumentaux. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts, mais les arches de l'ingénieur Harel Delanoë qui les a conçues continuent d'éblouir la profession. Vous avez devant vous l'archétype de 12 mètres de portée, qui est constitué de 4 demi-arcs préfabriqués. Et vous voyez, les éléments sont très fins. Et on l'appelle la dentelle de béton. Pierre est président de l'association qui se bat pour la préservation des édifices d'Harel Delanoë. Ah ben moi, je suis tombé dans la marmite pendant mes études. C'est-à-dire que j'ai fait des études de génie civil dans un lycée de Saint-Brieuc. Et c'est à ce moment-là que mon professeur nous a emmenés sur les ouvrages d'art d'Harel Delanoë pour les relever avec nos carnets, nos crayons, et nous expliquer la technique d'Harel. Aujourd'hui, les jantes à rayons ont remplacé les essieux des wagonnets. Ce tronçon qui longe le littoral vient d'être aménagé pour la randonnée. Il comprend aussi un pont permettant de s'affranchir du relief accidenté de la région. Vous n'étiez jamais passé là, vous connaissiez même Moi, pas je l'existence suis passé en dessous. Et j'ai jamais levé la tête pour savoir si on pouvait passer sous le pont ou pas. Mais c'est vraiment magnifique, c'est vraiment une belle route. Ils ont fait un truc formidable. Toutes les voies ferrées mènent à Saint-Brieuc, resté attaché à son passé cheminot. Les cabanons du Valais font partie de ce patrimoine devenu embarrassant depuis que la loi du littoral interdit toute construction sur le front de mer dans la limite des 100 mètres. Malgré les mises en demeure, les anciens cheminots briochins ne sont pas décidés à quitter les lieux. Ça peut se comprendre. Plus loin, des 1001 demeures du littoral, voici l'intruse. La Villa Kermor témoigne d'un temps où l'Orient fascinait encore. Nous sommes au beau milieu de la côte de Goëlo, à Saint-Quay-Portrieux, où les baigneurs jouissent de ces plages qui bénéficient d'un ensoleillement exceptionnel sur le littoral breton. Au-delà de ces impressionnantes falaises, sommeille une étrange forêt, semblant sortie de la grève. L'image est à peine usurpée. Ces pieux d'amarrage sont de véritables arbres plantés avec leurs racines. Plus qu'un jardin, la petite crique est un Éden que les pêcheurs préféreraient garder secret. C'est le petit port, c'est bien, on est tranquille, c'est impeccable pour nous. Très bien. Il est caché, hein? Ouais. Il est bien à vous? Oui. Oh, mais il y a quand même du monde qui vient, hein? Il y a du monde qui vient? Oui. De plus en plus. Le site est composé environ d'une cinquantaine d'arbres. Une cinquantaine d'arbres qui sont là depuis très longtemps. Nos anciens ne prenaient que des ormes pour leur qualité, sachant que les fibres des ormes sont croisées. C'est très résistant à l'usure et à l'érosion. Les ormes, il n'y en a plus à cause de la maladie qui a atteint tous les ormes. Et maintenant, nous utilisons, nous, des chênes et des châtaigniers. Il y a des arbres qui sont là depuis peut-être pas l'origine, mais presque, et puis d'autres qui, pour une raison inconnue, ont envie de subir des assauts des cailloux, des chênes, etc. Il faudra en remplacer. On peut considérer quand même qu'un arbre fait facilement entre 15 et 20 ans. Abandonnant les pêcheurs de Ploua à leur tranquillité, nous fixons la boussole plus à l'ouest, prenant pour cap la côte de granit rose. Nous irons à la découverte de l'île de Bréa, avant d'atteindre Perros-Guirec. En chemin, posté au sommet de la rive gauche du Trieux, le château de la Roche-Jagu semble avoir traversé les époques sans planibos. Là où se déversent les eaux du Trieux,
La navigation devient particulièrement délicate à cause des récifs qui affleurent plus au nord. Mais le bateau est l'unique moyen de rejoindre l'archipel de Bréa. D'ailleurs, aucun véhicule à moteur ne circule sur la plus grande des îles, cernée de ses 88 îlots. C'est un roc, c'est un cap, que dis-je, c'est une péninsule. En poursuivant à l'ouest, nous tombons nez à nez sur un drôle d'appendice dunaire. Le sillon de Talbert est une curiosité géologique qui s'est déployée sous l'action persistante de deux rivières. Nous rejoignons à présent la côte de granit rose et inutile de la parcourir de long en large. Ici, tout est rose. Et pour qu'il ne dépareille pas, même les édifices ont été construits avec la pierre qui teinte le paysage. C'est le cas du château de Costa Aires ou du phare de Ploumanar, qui ne font qu'un avec le décor. Un décor qui parfois prend des allures de conte de fées. Une bénédiction pour ceux dont le métier fait appel à l'imaginaire. C'est le cas du dessinateur de bande dessinée Jean-Charles Crahen. Voilà près de 20 ans que son regard acéré parcourt la côte en quête d'histoires qu'il piège dans ses bulles. Pour attirer ses lecteurs dans ses aventures, il dessine au plus près de la réalité. Je suis né en Bretagne. Pour moi, la Bretagne est indissociable de certains souvenirs, de certaines émotions, des gens que je connais, d'une ambiance. C'est là où la Bretagne est en moi, quoi. Les couleurs de la Bretagne, ses vieilles pierres et leur histoire, s'inscrivent au fur et à mesure sur le papier à dessin. Parfois à court d'idées, Crahen finit par chercher l'inspiration chez de vieilles connaissances. Ça, c'est une représentation de l'Ancou, personnage mythique en Bretagne qui symbolise la mort. Et je m'en étais servi dans un des bonhommes, que je l'avais donc dessiné, quoi. En compagnie de ses héros, Jean-Charles navigue beaucoup. Mais les plus difficiles à croquer ne sont pas toujours les bateaux. Les vagues, c'est assez difficile à dessiner. La mer, c'est une structure. Une mer, une houle formée, une tempête, c'est pas du tout la même chose, quoi. Il y a un truc à trouver, quoi, pour dessiner la mer. La mer, c'est un des éléments pour moi du rêve et de ce que j'ai envie de raconter aux gens, quoi. C'est évident. Parce que la mer a cette force d'évocation qui est, même pour les gens qui ne naviguent pas, la mer, il y a une ligne d'horizon, il y a une fuite, il y a un rêve au bout de cette ligne d'horizon, il y a des choses. Une ligne d'horizon que nous rejoignons et qui nous conduit toujours plus à l'ouest. À mi-parcours, nous traversons la baie de Morlaix, à la découverte de la ceinture dorée qui débouche sur la côte des légendes et contourne le pays des Abers. Prélude à l'enchantement, l'île de Bas. La douceur du climat sur le petit continent en fait une terre de culture exceptionnelle, première activité économique de l'île avant la pêche et le tourisme. En face, sur la côte, Roscoff était un ancien abri de corsaires. Au cœur de la ville trône l'église Notre-Dame, remarquable pour son double clocher. Mais Roscoff, c'est avant tout l'endroit d'où partaient les marchands d'oignons roses qui font encore sa réputation. Visible 100 lieues à la ronde, le phare de l'île Vierge, véritable Everest des mers d'Europe.
Du haut de ses 297 marches, le Robinson de pierre plus que centenaire veille sur un paysage sans pareil. Il n'existe au monde d'autre pays des abers que celui-là. Aber, vocable celtique qui désigne ces vallées fluviales envahies par l'océan. Il en existe 3, presque côte à côte, mais les plus profonds sont ceux de l'Aber Benoît et de l'Aber Vrac. Ce dernier prend sa source 34 km en amont où plusieurs siècles auparavant naissait la légende du pont du diable. Il y avait autrefois un meunier de Pratpol qui se lamentait tous les matins parce qu'il devait parcourir 3 km pour traverser l'Aber et porter sa farine à l'Anilis. Un matin, le diable qui l'attendait lui proposa un pacte. Il ferait dans la nuit un pont à la condition que la première âme qui le franchirait serait pour lui. Le lendemain, le meunier fut stupéfait de voir le pont construit. Comme il se souvenait du pacte, le meunier avait enfermé dans son sac son chat. Il commença à traverser, puis, faisant mine d'être fatigué, il s'assit, ouvrit son sac, et le chat libéré bondit vers le diable. Dieu sait quel farfadet a jeté son dévolu sur l'Aber Vrac, surnommé aussi l'estuaire des fées. Et ce n'est pas tout. L'Aber Vrac, comme l'Aber Benoît, débouche au terme de leur course à l'océan, sur la côte des légendes, où ils flottent cet après-midi-là, comme un air de vacances. Sous un soleil pénétrant, l'Aber révèle enfin son secret. C'est précisément ce qui donne ce goût unique aux huîtres élevées dans ces parcs. Un mélange subtil d'eau douce et d'eau de mer propre aux abers, qui n'en font ni véritablement des estuaires, ni des rias ou même des fjords, mais seulement des abers. Difficile de quitter l'Aber Vrac sans saluer chapeau bas, Stagadon, l'île du Père Jaouen. La réputation du prêtre bienfaiteur a fait le tour des océans, comme son fameux 3-mâts, le Bel Espoir. À la barre de sa goélette, le Père Jaouen s'était fixé pour mission de ramener à bon port des jeunes en mal de repère. Voici le fameux 3-mâts revenant des Caraïbes pour prendre ses quartiers d'été sur le vieux continent. Un retour au pays, le temps de reprendre pied sur sa terre de légende. Cette chanson s'appelle Guers et Viginarian. La guerre, c'est un type particulier de chanson, c'est en fait ce qu'on appelle en français une complainte. La complainte des Guémoniers a été écrite dans les années 70 par un chanteur des environs qui s'appelle Dénes Abernot, il est de Plouguerneau. Et elle raconte l'histoire des femmes qui partaient très tôt le matin pour ramasser le guémon, qui avaient les mains crevassées par le kilotin et le dos cassé par le poids du guémon qu'elles portaient tous les jours. Oram diram diro, oram diram diro, oram diram diro. À l'extrémité du territoire, on ne saurait jurer si les paysages traversés sont réels ou purs produits de l'imagination. Sous nos yeux, s'étend à cet instant l'immensité de la mer d'Iroise, délimitée par l'île d'Ouessant. Sur la côte, elle borde Brest, la presqu'île de Crozon et la pointe du Raz. À la pointe du territoire siège l'ancienne abbaye Saint-Mathieu. Elle fut jadis le foyer d'une paroisse animée. Abandonnée de tous,
l'église contemple désormais sans quelque jalousie la mer d'Iroise où foisonne une vie insoupçonnée. Presque aussi silencieux qu'un planeur, l'avion de reconnaissance du parc marin de l'Iroise effectue justement ce jour-là une mission de comptage de phoques. On est en train de survoler le parc marin de l'Iroise. Sur cet environnement exceptionnel en pleine Bretagne, nous participons avec le parc marin au recensement de l'écosystème et de la biodiversité. En particulier, nous réalisons des comptages de phoques gris et la technologie de la caméra infrarouge permet de détecter les phoques gris de jour parce que le phoque gris est de la même couleur que les rochers. Alors qu'avec l'infrarouge, on les détecte en blanc sur un fond gris et noir. C'est beaucoup plus facile. Le fait que l'avion fasse très peu de bruit nous permet de ne pas les effrayer. Donc on peut les survoler à 300 mètres sans les effrayer parce qu'ils nous entendent pas. Ce qui nous permet d'avoir de très belles images. Donc c'est toujours un plaisir renouvelé de voler autour et de voler au-dessus de cette mer d'Iroise. Les populations de phoques de l'Iroise ont investi les lieux jusqu'aux confins du parc marin, incluant les îles d'Ouessant, de Molène et de Saint. Ouessant, situé à une vingtaine de kilomètres des côtes, est signalé par 5 phares. C'est dire le danger qu'elle présente. La zone est réputée pour ses nombreux naufrages. À côté, l'archipel de Molène, classé réserve de biosphère, au cœur de la mer d'Iroise, renferme l'îlot de Kéménès, qui semble lui aussi coupé du monde. Ce qui ne l'empêche pas d'être habité, mais pas depuis bien longtemps. En 2007, un jeune couple est sélectionné par le Conservatoire du Littoral. Sa mission, réhabiliter l'île pour la rendre totalement autonome. Pari tenu, et plus encore, il a ouvert une maison d'hôtes. Aujourd'hui, les 2 Robinson accueillent un groupe venu vivre l'insularité. Bonjour, bonjour. Sylvaine. Bonjour. La découverte de l'île commence toujours par un tour du propriétaire en compagnie de la maîtresse des lieux. Ça, c'était un champ de pommes de terre l'an dernier. Mais cette année, on l'a laissé se reposer. Lorsque Dominique et Soisic ont débarqué ici pour la première fois, il n'y avait ni eau courante ni électricité. Ils utilisaient l'eau du vieux puits pour se laver et s'éclairer à la bougie. À l'époque, le couple d'apprentis insulaires s'était fixé comme objectif de remettre en état un ancien corps de ferme abandonné pour le transformer en chambre d'hôtes. Aujourd'hui, grâce au soutien du Conservatoire du Littoral, la ferme de Kéménès est un véritable modèle écologique. Les installations électriques sont totalement autonomes. Au moment où on parle, on produit juste ce dont on a besoin. On ne va même pas piocher dans les batteries en ce moment. La chambre d'hôte a dépassé son 1000e client. Sur ce point donc, le contrat est rempli. Ouais, ça sent bon quand même. Le petit groupe de visiteurs peut enfin se mettre sur la piste des trésors de l'île. Des paysages changeants, un horizon d'une profondeur infinie et surtout, cette sensation unique d'être seul au monde. Il faut 1 heure à peine pour faire le tour de l'île, alors mieux vaut être d'humeur contemplative. On se tourne de tous les côtés, c'est épatant. Et je me demandais que si eux, au quotidien, est-ce qu'ils sont épatés encore de leur quotidien ? On a tous rêvé quelque part à un moment ou à un autre de vivre sur une île déserte. Et là, ça donne une approche. Mais ça donne aussi la réflexion. C'est est-ce que j'irai réellement sur une île déserte? Moi, ma réponse, c'est sûrement non. Pour certains, il sera difficile de s'arracher à ces îles. Pour d'autres, ça aura été une belle expérience.
Tout comme l'est la pêche au bar de ligne, qui se pratique avec de frêles embarcations bien motorisées pour manœuvrer dans les courants et maîtriser le surf sur la houle. Passé le phare de Kéréon, nous rejoignons maintenant le continent avec en ligne de mire la ville de Brest. Sous nos ailes, les voiles de la Recouvrance, qui ne quittent jamais bien longtemps son port d'attache. Ce fameux 3-mâts est devenu l'ambassadeur de Brest. Il porte le nom du quartier populaire de la ville, là où les femmes de marins venaient prier pour que la mer leur rende leur époux. Brest-la-Blanche impose par son urbanisme mondain. La ville est divisée en 2 quartiers, presque 2 univers, séparés par un fleuve et réunis par un pont, celui de la Recouvrance, encore elle. Mais Brest, c'est surtout une rade des plus populaires de France. L'âme du 2e port militaire après Toulon est chevillée à l'Arsenal, qui rassemble les installations navales et militaires. Ainsi placée sous haute surveillance, d'où ne filtre ce jour-là que le bruit des souliers cirés des nouvelles recrues. Depuis qu'elle a repris du service, l'école des Mousses voit signer chaque année une centaine de candidats. Ambiance à quelques minutes de l'instant décisif. Où est-ce qu'on va d'un si bon pied comme ça? Alors on part vite se changer parce qu'il y a la signature des engagements, donc on est pressé. Moi, c'est quoi le bâtiment là en face là? À ce moment, c'est la Jeanne d'Arc, un peu l'emblème de la marine. Là, on va partir à la cérémonie de signature des actes d'engagement de 4 ans. Vous présentez à l'autorité, Mousse, à vos ordres, commandant. Ok? Quand vous quittez la table, vous saluez, demi-tour droite et on rentre. Col bleu et pompons rouges, les moussaillons partent enfin signer des rêves de contrées lointaines plein la tête. À 100 lieues des jeunes cœurs battant sous l'uniforme, les lornes coulent des jours tranquilles. Et pour bien faire, la rivière s'achève en cul-de-sac à Landerneau, où fut construit l'un des rares ponts habités d'Europe. Autre rivière se jetant dans la rade de Brest, l'Aulne est assez profond pour que les navires en retraite puissent finir de couler leurs vieux jours au cimetière à bateaux de Landévennec. En amont sur le fleuve, un seul mot d'ordre, place aux jeunes. Le nouveau pont de Térénée est le dernier né d'une famille de 3 générations. Il a été conçu de forme arrondie pour adoucir la jonction avec la route menant à la presqu'île de Crozon. En contournant le phare de la Pointe du Raz, c'est la Bretagne Sud que nous abordons. Avec ses ports de pêche bien sûr, et c'est ici que nous finirons en beauté, au cœur du golfe du Morbihan. À l'ouest de ce bout du monde, le phare de la Vieille sécurise le Ratsin et nous fait entrer dans le golfe de Gascogne. D'un phare à l'autre, la pointe de Pinmar est signalée par le phare d'Eckmühl. Entièrement construit en roche de magma, il est suffisamment solide pour remplir sa mission. Sécuriser les côtes parmi les plus dangereuses de France. Celui-ci sert également d'amer aux chalutiers rentrant au port du Guilvinec. Avec sa flotte de 130 navires, Guilvinec défend son titre de premier port de pêche artisanal. Pour l'encourager, les supporters ne manquent pas. Cet après-midi, le déchargement de poissons est un événement que les amateurs de pêche fraîche ne manqueraient pour rien au monde. Si la crise de la pêche a pour l'instant épargné Guilvinec, ailleurs, l'aventure s'est terminée en queue de poisson. La plupart des ports voisins ont raccroché les filets, préférant jouer la carte du tourisme.
Sur la rivière de l'Audet, c'est précisément le cas de Bénodet, qui lance désormais ses lignes en direction des touristes, avec en guise d'hameçon la richesse de son patrimoine. Admirez ces demeures qui prennent des allures de château. Comme encastré dans les terres, Concarneau séduit par la configuration même de son urbanisme. Amarré au cœur de la cité, son îlot fortifié en fait l'autre ville close de Bretagne après Saint-Malo. Ancien prieuré devenu ville de garnison, Concarneau se tourne également vers la pêche. Mais l'activité est depuis tombée au creux de la vague. Tenaces, les pêcheurs concarnois ne lâchent pas prise. La flottille de pêche fraîche réunit 80 navires, dont 9 sardiniers. Ces derniers passent pour des mohicans depuis que les poissons argentés ont migré vers d'autres fonds. Le sardinier peut dérouler plusieurs centaines de mètres de filet et quand le piège se referme sur les bancs de poissons bleus, les bras de 7 hommes d'équipage ne sont pas de trop. Même quand il s'agit de rejeter à la mer une prise jugée insuffisante. Bien que toujours moins nombreux, frappés par la crise de la pêche, les sardiniers sont ici dans leur élément. Tout comme ce drôle d'oiseau qui croisait dans cette zone ce jour-là. À bord, l'équipage est à pied d'œuvre, comme lancé dans une course au large. Alors là, sur la checklist, on peut coucher hisser le grand voile 20 sur 20. Avec, à la barre, le double vainqueur de la route du Rhum, Roland Jourdain. Le doute n'est presque plus permis. Le navigateur effectuait en réalité les essais de son nouveau trimaran. Moment qu'il a tenu à partager avec ses amis sardiniers, qui ont eu le privilège de monter à bord. Déjà, mettre les voiles, c'est physique. Moi, je préfère mon métier. Non, c'est du sport. En fait, ça monter plus vite que ça. C'est sympa parce que quand on est avec lui, il ne discute pas que de voile. Quand Roland, ça qui est bien, c'est qu'il discute au contraire, il est très curieux de ce qu'on fait. Au contraire, ils sont aussi passionnés par ce que font les autres que par ce qu'ils font eux. Didier et Lucien, ils connaissent la baie mieux que je la connais, donc j'ai pas grand chose à leur expliquer. Et puis regarde, j'ai passé la barre à Lucien, je lui ai pas donné une seule info que de rester à 60 degrés du vent, ce qu'il fait parfaitement. Donc tu vois, je pense que ça se sent un bateau de pêche comme un bateau à voile, ça se sent avec les oreilles, ça se sent avec les yeux, ça se sent avec les fesses, tu sens les choses quoi. Et après dans les finesses, moi la finesse pour aller cerner le banc de sardines, j'aurais quelques années de travail avant de savoir comment... Déjà j'ai du mal. C'est quand même malheureux d'avoir autant de filets sur un bateau et pas un poisson quoi. Bien que seul en course, l'équipage d'un jour arrachait une victoire en dépassant l'espace d'un instant la vitesse du vent, propulsant le multicoque alors qu'il y avait pétole. Dans le sillage du bolide des mers, nous décollons pour un coin connu des chasseurs de paradis. L'archipel des Glénans est, dit-on, un aperçu de Tahiti, tant ces lagons rappellent les atolls polynésiens. Le chapelet d'îles s'est taillé une réputation en devenant l'une des meilleures écoles de formation des skippers, qui finiront peut-être par naviguer eux aussi sur les lagons du Pacifique. Enfoui dans l'arrière-pays, Pont-Aven, site pittoresque s'il en est. Au XIXe siècle, un Américain débarquait ici et y invente un courant artistique à l'origine de l'école des peintres de Pont-Aven. Celui qui finit par en être le chef de file, un certain Paul Gauguin, met la dernière touche à sa carrière dans les îles du Pacifique.
Un sacré changement de décor. Retour en mer, qui par endroits nécessite une vigilance quotidienne. C'est le cas de la ria d'Etel, barrée d'un banc de sable qui dessine un arc de houle sur la mer et qu'il faut éviter de franchir sans l'autorisation du poste de surveillance. N'importe quelle embarcation ne résisterait pas longtemps à la violence des rouleaux qui, en un clin d'œil, la précipiteraient par le fond. C'est la raison pour laquelle ceux qui se présentent à l'entrée ou à la sortie de la ria d'Etel attendent que la flèche passe au vert. Lorsqu'elle est rouge, comme c'est le cas ici, mieux vaut faire demi-tour. Plus au sud, l'océan a su se faire apprivoiser des plaisanciers. Nous sommes à Quiberon. L'été, ici, ces nombreuses plages suffisent à peine à contenir la population qui, pendant 2 mois, est multipliée par 10. En remontant cette baie vers la terre ferme, transparaissent les parcs ostréicoles qui s'étendent au-delà du visible, sous des fonds que ne découvre jamais la marée. Ici, certains parcs sont en effet posés à plus de 10 mètres de profondeur, chose unique au monde. Quiberon, c'est aussi l'unique endroit où l'on élève la fameuse huître plate, la belon. C'est ainsi plusieurs centaines de kilomètres de collecteurs de naissains qui sont déposés dans ces parcs chaque année. Arrivé dans le golfe du Morbihan, du nord au sud et de 7 à 77 ans, personne ne semble rien faire d'autre que tirer des bords. 5, 4, 3, 2, 1... Il n'y a pas si longtemps, rappelez-vous, les cadres dynamiques sautaient à l'élastique. Autre temps, autres mœurs, les boîtes misent désormais sur l'esprit d'équipe pour faire grimper leur chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant, c'est que comme les bateaux sont exactement les mêmes, c'est justement le jeu, le fonctionnement des gens en équipage qui fait la différence. Là, par exemple, ce bateau, il doit se dégager, il doit manœuvrer parce qu'il est gêné par les autres bateaux qui sont devant lui, qui sont mieux partis que lui. Donc là, il est obligé de virer de bord. Donc il tient compte de ce que font les autres concurrents sur le plan d'eau. Voilà une entreprise qui ne devrait pas connaître la crise. Admirez au passage de la bouée jaune la cohésion de groupe. Tous naviguent dans un mouchoir de poche. Pour entrer dans le golfe du Morbihan, l'unique passage est cet étroit goulet d'à peine 1 km de large qui le relie à l'océan Atlantique. Pour cette raison, l'eau qui entre et sort à cet endroit atteint des vitesses torrentielles, produisant le 2e plus fort courant de marée en Europe, 8 nœuds, soit 15 km/h. Le port de Vannes ferme un estuaire qui débouche sur la Petite Mer, traduction littérale, le Morbihan. On ne sait au juste combien d'îles émergent dans le golfe, mais le paysage est si féerique qu'on se plaît à croire la légende qui prétend qu'elles sont aussi nombreuses que les jours d'une année. Il y en aurait en réalité guère plus de 40 quand la mer se retire. Mais alors, certaines îles trahissent une liaison qui rend finalement tout des comptes impossibles. Beaucoup de ces îles sont des propriétés privées, hormis l'île d'Ars et l'île aux Moines, qui sont aussi les plus peuplées. Sur la rive sud du golfe du Morbihan, le château de Sussigno était jadis le lieu de villégiature favori des ducs de Bretagne, avant qu'il ne tombe entre les mains de la couronne de France. Une période de l'histoire indissolublement liée à la mer, qui prend une toute autre dimension, vue du ciel.